Mon nom véritable n'a plus d'importance. Dans les rues de Nuevo Laredo et de Reynosa, on m'appelait l'ombre. Aujourd'hui, je ne suis qu'un fantôme condamné à répéter la même phrase comme une malédiction. J'ai tué Antonio Ezequiel Cardenas Guillen, connu sous le nom de Tony Tormenta. Je n'ai pas appuyé sur la gâchette par choix, ni par vengeance, ni même par ambition. Je l'ai fait parce qu'une photo de ma mère sortant de la boulangerie avec le journal du jour sous le bras brûlait dans ma poche comme une menace permanente. Je l'ai fait parce que ma sœur Carmen, 16 ans, un sac à dos rose sur les épaules, était devenue l'otage invisible d'hommes plus cruels que moi. C'est ainsi que la nuit d'octobre 2010 est entrée dans ma mémoire comme un gouffre sans retour. Tamaulipas, à cette époque, n'était plus seulement une frontière traversée par les camions et la poussière du désert. C'était une plaie ouverte où deux monstres s'entre-déchiraient, le cartel du Golfe et les États, et, officiellement, nous n'étions qu'un seul corps. En réalité, la rupture était consommée, les États ne voulaient plus partager ni route ni profit. Dans cette guerre, Tony Tormenta représentait la mémoire vivante du Golfe, l'homme qui connaissait les secrets, les caches, les contacts avec la marine, les alliances occultes. Sa survie équivalait à notre condamnation. C'est Miguel Treviño Morales, le fameux commandant 40, qui me convoqua à 3h47 du matin. Sa voix rocailleuse ne tolérait aucune hésitation. « Viens à la maison sûre de Reynosa, maintenant. » Quand il raccrocha, je sus que quelque chose s'était brisé à jamais. J'avais vu Treviño rire en regardant des hommes brûlés vivants. J'avais entendu des histoires où son imagination surpassait l'enfer. Alors, lorsqu'il m'ordonna d'exécuter l'homme qui avait été mon mentor, j'ai compris que la trahison n'était plus une option, mais une condition de survie. Le paradoxe était insupportable. 3 ans plus tôt, Tony lui-même m'avait tendu la main, alors que je n'étais qu'un gamin perdu dans la poussière des postes de contrôle. Il m'avait appris à lire les silences d'une réunion, à distinguer les alliés des ennemis. Il m'avait offert une arme gravée de mes initiales pour que je n'oublie jamais qui j'étais. Et voilà qu'en cette nuit suffocante, on me forçait à pointer cette même arme contre son cœur. Je me souviens du trajet vers Reynosa, l'asphalte désert, les chiens errants, les soldats aux yeux fatigués qui me laissaient passer sans question. Dans la voiture, le silence résonnait plus fort que les balles. J'étais un homme vivant, mais déjà enterré. Aujourd'hui, des années plus tard, je choisis de raconter ce secret que personne n'a jamais entendu de ma bouche. Non pour me justifier, car il n'existe pas de justification au meurtre d'un homme qui vous a sauvé la vie, mais pour que vous sachiez ce que signifie être enfermé dans une cage d'ordre de peur et de sang. Mon histoire commence ici dans la nuit où j'ai accepté de tuer un père symbolique pour sauver ma mère et ma sœur. C'est ma confession, c'est ma damnation. Je suis né dans une maison modeste au nord de Nuevo Laredo, pas loin des rails où les trains de marchandises s'étiraient comme des serpents interminables. Mon père, ouvrier du bâtiment, passait ses journées à transporter des briques et du ciment. Ma mère, Patricia, travaillait dans une petite boulangerie qui embaumait le quartier chaque matin. Nous n'avions presque rien, mais dans mes souvenirs d'enfant, il y avait encore une certaine lumière, une chaleur fragile, comme si l'odeur du pain chaud suffisait à masquer la misère. Cette lumière s'est éteinte brusquement quand j'avais 16 ans. Mon père est mort sur un chantier, un échafaudage qui s'est effondré, un cri bref, puis le silence. À partir de ce moment, le mot « responsabilité » a cessé d'être une abstraction. J'étais l'aîné, et sans lui, je devins l'homme de la maison. Ma mère n'avait que ses mains usées et son courage. Ma petite sœur Carmen, encore adolescente, rêvait d'étudier la médecine vétérinaire. Moi, je devais trouver de l'argent rapidement pour combler le vide qu'avait laissé la mort de mon père. La pauvreté à Nuevo Laredo n'était pas seulement un manque de ressources, c'était une prison invisible. Les rues poussiéreuses se remplissaient chaque soir de jeunes sans avenir, et les cartels tendaient leurs filets comme des pêcheurs patients. On disait que les autorités offraient de l'aide,
Mais dans notre quartier, la seule main tendue venait des hommes en pick-up noir armés jusqu'aux dents. Ils savaient tout frapper dans le ventre vide des familles, dans l'orgueil blessé des fils sans père. J'ai commencé par de petits boulots honnêtes, aide-mécanicien, vendeur ambulant de soda dans les gares routières. Mais ce que je gagnais suffisait à peine pour acheter le dîner du soir. Pendant ce temps, les dettes médicales de mon père s'accumulaient et les propriétaires menaçaient de nous expulser. Ma mère priait chaque nuit, mais ses prières se perdaient dans le vacarme des balles qui retentissaient dans le lointain. Je me souviens d'une conversation qui a marqué un tournant. Carmen, alors âgée de 15 ans, est rentrée de l'école en larmes parce que ses camarades se moquaient de ses chaussures usées. Elle voulait abandonner. J'ai senti mon cœur se briser, je ne pouvais pas lui offrir ce qu'elle méritait. Ce soir-là, en regardant les étoiles par la fenêtre de notre petite chambre, j'ai juré de trouver une solution quelle qu'elle soit. Ce serment né de l'amour et du désespoir fut la première marche vers l'abîme. Dans mon quartier, les rumeurs voyageaient plus vite que le vent. On racontait qu'un certain parrain cherchait des jeunes capables d'observer et de rapporter les mouvements de la police. On les appelait des halcones des faucons. Leur mission était simple, surveiller, téléphoner, avertir. En échange, ils recevaient 500 pesos par semaine, presque 10 fois ce que je gagnais en vendant des sodas. À 17 ans, cette somme représentait une fortune. Au début, je me suis dit, ce n'est pas un vrai crime, je ne fais que regarder et appeler. Mais au fond de moi, je savais déjà que je franchissais une ligne invisible. Ma mère ne posait pas de questions trop heureuses de voir que je ramenais de l'argent pour payer le gaz et l'électricité. Carmen, elle recommença à sourire. Elle put acheter des cahiers neufs et continuer ses études. Personne ne voulait savoir d'où venait cet argent. Dans un quartier comme le nôtre, le silence était la seule façon de survivre. Pourtant, chaque billet que je posais sur la table avait l'odeur de la peur. Je le savais, mais je croyais encore que je pourrais arrêter quand je voudrais. Je croyais pouvoir naviguer entre deux mondes, celui de ma famille innocente et celui des ombres qui m'observaient déjà. J'ignorais que le choix que j'avais fait une nuit de désespoir allait tracer toute ma destinée. Le premier soir où j'ai accepté de devenir halcone, la peur me consumait plus que la faim. On m'avait donné un vieux téléphone portable sans caméra, avec une seule fonction, appeler un numéro préenregistré dès que je voyais quelque chose de suspect. Ma mission était de rester posté à un carrefour près de la gare routière de Nuevo Laredo et d'observer. Rien de plus. Je me souviens encore de l'adrénaline qui montait dans mes veines. Chaque sirène de police me semblait un présage, chaque regard d'inconnu un soupçon. Pourtant, la première semaine, je n'ai fait qu'un seul appel. 2 voitures de police sont passées. C'était tout. À la fin de la semaine, on m'a remis 5 billets de 100 pesos. Pour moi, c'était comme tenir l'or du monde entre mes doigts. J'ai acheté des chaussures neuves à Carmen et payé les factures en retard. Ma mère m'a remercié avec des larmes aux yeux sans jamais demander comment j'avais obtenu l'argent. Mais dans ces rues, rien n'est jamais gratuit. Très vite, on m'a convoqué à une maison discrète, une façade anodine derrière laquelle se cachaient des hommes armés jusqu'aux dents. Là, pour la première fois, j'ai rencontré Antonio Ezequiel Cardenas Guillen, que tous appelaient Tony Tormenta. Je n'étais qu'un gamin tremblant, mais il m'a salué comme un adulte. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « On m'a dit que tu es fiable. Dans ce business, la loyauté vaut plus que l'argent. » Ces mots résonnent encore dans ma mémoire. Contrairement à d'autres chefs, Tony ne se contentait pas de menacer ou d'ordonner. Il parlait comme un mentor. Ce jour-là, il m'a expliqué que ce monde n'était pas un simple chaos de violence. C'était selon lui un système complexe où chaque décision pouvait protéger ou condamner des centaines de familles. Il m'a dit « Ce fleuve est dangereux. Tu peux nager contre le courant et te noyer, ou te laisser emporter et te briser contre les rochers. Mais si tu apprends à naviguer, tu pourras survivre. »
J'avais 18 ans, et ces paroles me donnaient l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand. J'étais fasciné. La peur se transformait en fierté, moi, un garçon de rien, j'étais assis face à un homme dont tout le monde connaissait le nom. À la sortie, l'un de ses lieutenants m'a donné une enveloppe contenant 2000 pesos, bien plus que je n'avais jamais tenu entre mes mains. À partir de ce moment, ma mission ne se limitait plus à observer. Je devais suivre des véhicules, noter les habitudes de certains policiers, repérer les contrôles de l'armée. J'étais toujours en périphérie, jamais au centre, mais je sentais que je m'enfonçais dans un univers où la lumière ne pénétrait plus. Un soir, alors que je rapportais un mouvement suspect, un lieutenant m'a posé une main lourde sur l'épaule et a dit « Tu as l'œil d'une ombre. Tu apparais et tu disparais sans bruit. Désormais tu seras El Sombra. » Ce surnom donné à la légère devint mon identité. Peu à peu, mon vrai nom se dissolvait. Mes amis d'enfance me reconnaissaient à peine. Même ma mère, lorsqu'elle me regardait, semblait deviner que quelque chose en moi s'était brisé. Pourtant, malgré la peur et la culpabilité, je me sentais pousser des ailes. J'avais de l'argent, du respect, et surtout, j'avais gagné l'attention de Tony Tormenta lui-même. Ce fut ma première véritable rencontre avec le monde clandestin, et je croyais encore pouvoir m'en extraire quand je le voudrais. Mais en vérité, la porte s'était refermée derrière moi sans que je le sache. On dit souvent que dans les cartels, il n'y a pas de cérémonie officielle pour entrer. C'est faux. Chaque organisation a ses rites, ses épreuves, ses codes secrets qui marquent la frontière invisible entre la vie ordinaire et l'appartenance à un monde d'ombre. Pour moi, ce passage eut lieu une nuit humide dans une maison de Reynosa, alors que j'avais à peine 19 ans. J'avais déjà servi comme halcon pendant plusieurs mois, mais ce rôle n'était qu'une antichambre. On m'avait convoqué sans explication. À mon arrivée, 3 hommes armés m'ont fait entrer dans un garage où une chaise de plastique m'attendait au centre sous une ampoule nue. L'atmosphère sentait la sueur, l'huile et la peur. Un lieutenant m'a ordonné de m'asseoir. Je n'ai pas hésité dans ce monde, l'hésitation équivalait à un aveu de faiblesse. Puis vint l'épreuve. On m'a bandé les yeux et placé un pistolet dans la main. La voix de l'un des hommes résonna dans l'obscurité. « Si tu veux être des nôtres, prouve-le. » Devant moi, quelqu'un respirait bruyamment. Quand on m'ôta le bandeau, j'ai découvert un homme à genoux, les mains liées, la bouche bâillonnée. Je ne connaissais pas son crime. Peut-être avait-il parlé, peut-être avait-il volé, ou peut-être n'avait-il rien fait du tout. Peu importait. Ce soir-là, il n'était qu'un symbole. Je sentais mon cœur battre à rompre ma poitrine. Tout en moi hurlait de fuir, de jeter cette arme. Mais derrière moi, je savais que 3 fusils me visaient. Et plus que tout, je pensais à ma mère et à ma sœur. Si je refusais, ce n'était pas moi qui mourrais, mais elle. Alors j'ai fermé les yeux, j'ai inspiré profondément et j'ai appuyé sur la détente. Le bruit fut sec, brutal, définitif. Quand j'ai rouvert les yeux, le silence pesait plus lourd que le coup de feu. On m'a retiré l'arme des mains. L'un des lieutenants a posé une main sur mon épaule. « Bienvenue, Sombra. À partir d'aujourd'hui, tu es des nôtres. » Emmenez-moi. Ils ont éclaté de rire, allumé des cigarettes comme si rien ne s'était passé. Moi, je tremblais, incapable de bouger, mais en même temps, une étrange chaleur montait en moi, le sentiment d'avoir survécu, d'avoir franchi une barrière invisible. Après cette nuit, mon statut changea. On ne me traitait plus comme un gamin utile, mais comme un membre à part entière. On m'assigna une arme personnelle, une Glock 19 neuve, que Tony Tormenta lui-même fit graver de mes initiales. Il me dit « N'oublie jamais qui tu es. Dans ce métier, il est facile de se perdre. » Ces mots sonnaient comme une bénédiction et une malédiction. Ce rituel d'initiation ne fut pas seulement un meurtre de plus dans les statistiques de Tamaulipas. Ce fut ma naissance criminelle.
La culpabilité me rongeait, mais en même temps, j'étais désormais lié à cette organisation par le sang. Impossible de revenir en arrière. Chaque fois que je regardais mon reflet dans un miroir, je ne voyais plus Miguel Angel, le fils d'un ouvrier, mais El Sombra, l'homme qui avait franchi le seuil interdit. À partir de ce moment, les portes de l'enfer s'ouvrirent largement devant moi. Et je les franchis, convaincu que je n'avais plus d'autre choix. Après le rituel d'initiation, il n'y avait plus de retour possible. Je n'étais plus un simple observateur, mais un soldat de l'ombre. Ma première mission officielle arriva quelques semaines plus tard. On m'ordonna d'accompagner un groupe chargé de régler un problème avec un commerçant qui refusait de payer la quota. Je pensais qu'il s'agirait seulement d'intimidation, comme la première fois où j'avais servi de présence dissuasive. Mais ce soir-là, tout bascula. Nous sommes arrivés devant la petite boutique alors que le soleil disparaissait derrière les immeubles décrépits de Reynosa. L'air sentait la poussière et l'essence. Le patron, un homme d'une cinquantaine d'années, nous regardait avec des yeux apeurés. Il répétait qu'il n'avait pas l'argent que la crise l'avait ruiné. L'un de mes compagnons a sorti son arme et m'a fait signe. « Toi, montre-lui qu'on ne plaisante pas. » Je sentis la sueur couler le long de ma nuque. Mon cœur battait à tout rompre, mais je savais ce que signifiait hésiter. Alors, d'une voix que je ne reconnaissais pas, j'ai ordonné à l'homme de se mettre à genoux. Quand il n'a pas obéi assez vite, l'un de mes compagnons a tiré. L'homme s'est effondré, le sang se répandant sur le sol poussiéreux. Mon estomac s'est retourné, mais je n'ai pas crié. J'ai simplement serré les dents. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi en silence, incapable de regarder ma mère dans les yeux. La deuxième mission fut encore plus brutale. Cette fois, il s'agissait d'un membre rival, soupçonné de collaborer avec le cartel du Golfe. On me remit un pistolet et on m'ordonna de tirer moi-même. Je me souviens de ses yeux larges implorant, juste avant que le coup parte. Le son résonne encore dans ma tête, comme un écho infini. Après cela, quelque chose en moi s'est brisé. La nausée a duré des jours, mais paradoxalement, la peur s'estompa. Le crime devient plus facile quand on en répète le geste. C'est à ce moment-là que j'ai compris le processus. Chaque étape te transforme petit à petit, jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus ton propre reflet. Le garçon qui vendait des sodas à la gare avait disparu. À sa place se tenait un homme craint, respecté et redouté sous le nom de Sombra. Tony Tormenta suivait ma progression. Il m'appelait parfois pour m'encourager. Il me rappelait ses principes, ne jamais s'en prendre aux familles, ne jamais tuer par plaisir. Ces mots me servirent de repère dans un univers où la violence était sans limite. Mais ces règles, si elles avaient encore un poids pour moi, n'avaient plus de valeur pour les autres. Autour de moi, la cruauté devenait une monnaie courante. Un soir, après une embuscade contre un convoi rival, nous avons laissé derrière nous plusieurs cadavres. J'étais couvert de sueur et de poussière, les mains tremblantes, encore autour de mon arme. Un des lieutenants m'a tapé dans le dos en riant. « Tu vois, Sombra, tu es né pour ça. » Cette phrase m'a glacé le sang. Était-ce vrai? Était-ce mon destin de devenir un assassin, un outil au service d'une machine de mort? Chaque mission ajoutait une pierre à la forteresse invisible qui m'entourait. J'étais prisonnier de mes propres actes. Mais à l'extérieur, je semblais plus solide, plus sûr de moi. Les autres me respectaient et certains me craignaient. C'est ainsi que je suis passé de l'apprenti tremblant à l'exécuteur confirmé. La route vers l'enfer était tracée et je la parcourais à pas rapides. À mesure que le sang s'accumulait sur mes mains, mon statut au sein des États grandissait. D'abord simple exécutant, je devins rapidement l'homme de confiance que l'on envoyait pour des missions délicates. On disait que je savais disparaître et réapparaître comme une ombre sans laisser de traces. Mon surnom El Sombra n'était plus seulement un mot chuchoté, il était devenu une signature. L'argent suivait le rythme de mon ascension.
En quelques mois, je gagnais plus que mon père n'avait jamais touché en une vie entière de labeur. J'achetais une camionnette blindée des vêtements coûteux et pour ma mère et ma sœur, une maison plus sûre à l'écart des quartiers les plus dangereux. À leurs yeux, j'étais devenu un fils qui réussissait un frère capable d'offrir un avenir meilleur. Je n'avais jamais le courage de leur dire d'où provenait cette richesse. Mais le pouvoir ne se mesure pas seulement en billets. Dans ce monde, il s'exprime dans la capacité à inspirer la peur. À chaque opération réussie, à chaque ennemi éliminé, mon nom gagnait en poids. Je pouvais entrer dans un bar de Reynosa ou de Matamoros et sentir les regards se détourner, les conversations s'interrompre. Certains m'enviaient, d'autres me détestaient, mais tous savaient que j'étais protégé par les États. Les fêtes que nous organisions étaient d'une démesure obscène. Des tables couvertes de bouteilles importaient des femmes venues de loin de la musique à faire trembler les murs. Pourtant, derrière chaque rire, je sentais la peur, peur d'un raid de l'armée, peur d'une trahison, peur que la fête s'achève dans une rafale de Kalachnikov. Nous vivions dans une bulle où l'excès servait à masquer l'odeur de la mort. C'est aussi à cette époque que j'ai travaillé plus étroitement avec Miguel Treviño Morales, le fameux commandant 40. Contrairement à Tony Tormenta, qui avait ses propres codes d'honneur, Treviño représentait la brutalité pure. Pour lui, la violence n'était pas un outil, mais une fin en soi. Il riait des cris, savourait la souffrance comme un spectacle. Sa réputation de monstre n'était pas une légende, c'était une vérité que j'ai constatée de mes propres yeux. Je me trouvais alors écartelé entre deux figures. D'un côté, Tony, qui malgré ses crimes conservait une certaine humanité, un sens des limites. De l'autre, Treviño, incarnation de la cruauté sans bornes. Et moi, entre les deux, je montais en grade gagnant une place privilégiée, mais aussi une visibilité dangereuse. Car plus on gravit les échelons dans ce monde, plus on devient une cible. À 22 ans, j'étais déjà responsable de plusieurs cellules armées. Je coordonnais des transferts de drogue, supervisais des enlèvements et décidais parfois de la vie ou de la mort d'hommes que je n'avais jamais rencontrés. Chaque décision renforçait ma carapace, mais à l'intérieur, une fissure s'élargissait. Les visages de mes victimes me hantaient. Je dormais peu, et quand je dormais, je rêvais de sang. Pourtant, je ne pouvais pas reculer. Le pouvoir est une drogue plus forte que l'argent. Il donne l'illusion de contrôler son destin, alors qu'en réalité, on est prisonnier de chaînes invisibles. Plus je montais, plus ces chaînes se resserraient autour de mon cou. Mais je continuais à avancer comme un joueur incapable de quitter la table, même en sachant que la prochaine mise pourrait lui coûter la vie. C'est ainsi que je suis passé du rôle d'un simple pion à celui d'un bras droit redouté. Et c'est aussi ainsi que je me suis rapproché du cœur noir de l'organisation, là où se tramaient les complots qui allaient sceller ma chute. De l'extérieur, beaucoup imaginent que faire partie d'un cartel, c'est vivre dans le luxe permanent, l'argent facile et le respect immédiat. En vérité, la vie à l'intérieur était une cage dorée où chaque sourire cachait une menace et chaque toast pouvait être le dernier. Les États fonctionnaient comme une armée sans uniforme officiel, mais avec un code plus rigide que celui de n'importe quelle caserne. Le premier principe était le silence. Personne ne devait parler de ce qu'il voyait ou entendait même entre nous. Les bavardes disparaissaient rapidement souvent, sans laisser de traces. Le deuxième principe était la discipline. Un ordre donné devait être exécuté immédiatement, qu'il s'agisse d'un simple transfert ou d'une exécution publique. Enfin, le troisième principe le plus cruel était la loyauté forcée. Chacun savait que sa famille pouvait être utilisée comme garantie. Ainsi, personne n'osait même penser à trahir. Les punitions pour ceux qui brisaient ces règles étaient légendaires. J'ai vu des hommes écorchés vifs pour avoir volé quelques billets, d'autres pendus sur les ponts avec des pancartes humiliantes pour avoir parlé aux autorités. Ces scènes n'étaient pas seulement des châtiments, elles étaient des leçons destinées à nous rappeler jour après jour que la peur était la seule véritable loi. Et pourtant, paradoxalement, notre quotidien était rempli d'excès.
Les soirées débordaient d'alcool importé, de musique assourdissante et de femmes attirées par l'argent facile. Autour des piscines des villas saisies à nos rivaux, nous riions fort comme pour oublier que chacun de nous pouvait être mort le lendemain. La cocaïne circulait à flot et certains de mes compagnons y trouvaient une force illusoire, un répit contre les cauchemars. Moi, je refusais d'y toucher, convaincu que perdre le contrôle serait signer mon arrêt de mort. Les relations entre nous étaient teintées d'un mélange toxique de fraternité et de suspicion. On partageait des repas, on échangeait des blagues, mais au fond, personne ne faisait confiance à personne. J'ai vu des amis de longue date se trahir pour une promotion ou pour gagner la faveur d'un commandant. Un seul murmure de trahison suffisait à condamner un homme. Dans ce climat, je gardais mes distances, me forgeant une réputation d'efficacité et de discrétion. Cela me protégeait, mais cela m'isolait aussi. Il y avait cependant des moments étranges où l'humanité réapparaissait comme une étincelle fragile au milieu des ténèbres. Certains soirs, après une opération, un compagnon se confiait avouant sa peur, son envie de s'échapper, son désir de revoir ses enfants grandir. Mais au lever du soleil, tout redevenait silence et violence. Ces aveux, comme les miens, restaient enfermés dans nos poitrines. Je portais toujours sur moi la photo de ma mère et de ma sœur. Elle me rappelait pourquoi je continuais à obéir, pourquoi je ne cherchais pas à fuir. Elles étaient mes chaînes et ma force. Chaque fois que je pensais à l'idée de disparaître, je me souvenais des paroles de Trévignot. « Si tu trahis, elles mourront avant toi. » Cette menace suffisait à me maintenir dans la ligne. Ainsi allait la vie au sein de l'organisation, un mélange de faste et de terreur, de loyauté forcée et de suspicion permanente. Nous étions riches, armés, respectés, mais en vérité, nous étions les prisonniers d'un empire bâti sur le sang. Et au fond de moi, je commençais à comprendre que cette prison n'avait pas de sortie facile. À ce stade, je croyais avoir vu l'essentiel, la violence nue, la discipline de faire les fêtes obscènes. Mais un soir, Trévignot Morales m'a convoqué dans une maison sûre, loin du vacarme des rues. Son ton était différent, plus grave. Il m'a expliqué que nous n'étions pas seulement une organisation criminelle. Nous étions devenus une puissance capable d'influencer des pans entiers de l'État. Autour de la table, des hommes que je ne connaissais pas attendaient déjà. Aucun n'avait l'allure d'un sicario, costumes impeccables, montres suisses, parfums discrets. Certains étaient des politiciens locaux, d'autres des hommes d'affaires liés aux contrats publics. J'ai même reconnu un officier de police fédérale. Tous parlaient le langage des chiffres, des votes, des adjudications. Dans cette salle, les balles cédèrent la place aux signatures et aux enveloppes pleines de billets. C'est là que j'ai compris que nous n'étions pas seulement des tueurs. Nous étions les gardiens d'un système qui englobait la politique, l'économie et la justice. Les États n'étaient plus l'aile armée du cartel du Golfe. Ils étaient en train de bâtir un empire autonome, une hydre dont chaque tête avait un visage officiel. Trévignot exposa alors le plan qui changea tout. Il déclara que l'alliance avec le Golfe était terminée. Trop de secrets avaient été partagés, trop de richesses dilapidées. L'avenir appartenait aux États seuls. Mais il y avait un obstacle majeur, Tony Tormenta. Non seulement il connaissait nos routes, nos contacts dans la marine, nos caches, mais il possédait aussi des enregistrements compromettants. S'il restait en vie, il pouvait faire s'écrouler tout l'édifice. Ces mots résonnèrent comme une condamnation irrévocable. Je sentais déjà le piège se refermer sur moi. Tony était l'homme qui m'avait appris à lire les courants, qui m'avait sauvé d'embuscades, qui m'avait offert ma première arme. Et maintenant, il devenait une menace qu'on me demanderait d'éliminer. Dans les jours qui suivirent, j'observais plus attentivement les allées et venues de ceux qui nous entouraient. Je remarquai que certains politiciens nous servaient plus fidèlement que les hommes armés. Je vis des chefs d'entreprise blanchir nos millions en toute impunité. Les journaux parlaient de réformes et d'investissements, mais je savais que derrière chaque projet se cachait notre argent sale. Nous étions partout et nulle part comme une ombre sur le pays.
Cette révélation m'a glacé. Je pensais avoir rejoint un cartel pour survivre, mais j'étais devenu une pièce d'un échiquier bien plus vaste. Nous n'étions pas des rois, mais des pions sacrifiables. Derrière Trevino et Lascano se profilaient d'autres silhouettes plus invisibles encore, qui tiraient les ficelles. Je compris ce soir-là que la véritable puissance ne se trouvait pas dans la rue, ni dans les fusils, mais dans les bureaux climatisés, où l'on décidait quel cadavre serait oublié et quel contrat serait signé. Pourtant, je restais silencieux. Car, que pouvais-je faire? Si je montrais la moindre hésitation, je signais l'arrêt de mort de ma mère et de ma sœur. Alors j'ai hoché la tête feignant d'approuver ce plan monstrueux. Mais à l'intérieur, je sentais déjà la fissure s'agrandir. J'étais un assassin, oui, mais je n'étais pas aveugle, et je savais que tôt ou tard ce jeu d'ombre engloutirait tout y compris moi. L'ordre tomba comme une sentence irrévocable. Tu dois neutraliser Tony Tormenta. Trevino ne laissa aucune place au doute. Il posa devant moi un dossier contenant des photos récentes de ma mère et de ma sœur. Son sourire froid me transperça plus que n'importe quelle balle. À cet instant, je compris que je n'avais plus de choix. Soit j'exécutais l'homme qui avait été mon mentor, soit je condamnais ma famille à une mort atroce. La nuit suivante, je roulais en silence vers Reynosa. Chaque kilomètre m'éloignait du fils et du frère que j'avais été, pour me rapprocher du bourreau que je devais devenir. Dans la poche de ma veste, la Glock que Tony m'avait offerte quelques années plus tôt. Ironie cruelle, l'arme de la loyauté allait devenir l'arme de la trahison. Lorsque je franchis la porte de la maison sûre, Tony m'accueillit avec la chaleur d'un père. Il servit 2 verres de whisky, me demanda des nouvelles de ma famille, évoqua les souvenirs de nos premières missions. Mais je n'entendais plus que le battement assourdissant de mon cœur. Puis il me regarda droit dans les yeux, et dans son silence, je compris qu'il savait. « On t'a envoyé pour me tuer, n'est-ce pas ?» demanda-t-il calmement. Je baissai la tête, incapable de mentir. Les larmes brouillaient ma vue. Il posa une main sur mon épaule. « Ce n'est pas toi qui me condamnes, c'est ce monde. Fais ce que tu dois faire, mais promets-moi que tu chercheras un jour la sortie. » Ah bah... Ces paroles me détruisirent. J'aurais voulu jeter l'arme, fuir, hurler. Mais l'image de ma sœur avec son sac d'école rose et celle de ma mère à la sortie de la boulangerie m'enchaînaient. D'une voix brisée, je murmurai « Pardonne-moi. »« Je t'ai déjà pardonné, » répondit-il. Le coup partit sec et définitif. Tony s'effondra, une expression de paix étrange figée sur son visage. Le silence qui suivit me parut plus lourd que tous les tirs que j'avais entendus dans ma vie. Je venais de tuer l'homme qui m'avait appris à survivre. Mais en vérité, c'est moi que j'avais exécuté ce soir-là. Je remis la vidéo exigée à Trevino. Ma famille fut déplacée dans une autre ville sous une identité nouvelle. On me promit la sécurité, mais je savais que ces promesses n'étaient que du vent. Pendant des mois, je fus utilisé comme un outil de mort, éliminant d'anciens alliés du golfe des comptables des lieutenants. Chaque mission m'enfonçait un peu plus dans un gouffre moral sans fond. La chute finale arriva quand je me rendis compte que je n'étais plus qu'un pion épuisé. Les cauchemars me dévoraient. Le visage de Tony revenait chaque nuit me demandant pourquoi. Mon corps tremblait, mes mains se refusaient à tenir l'arme. Je savais que tôt ou tard je deviendrais moi-même une cible. Alors un matin gris, j'appelai un numéro anonyme de la Procuraduría General de la República. Ma voix était calme, presque soulagée. « Je m'appelle Miguel Ángel Hernández Sicario des États. Je veux me rendre. » Mon arrestation fut silencieuse, sans coup de feu ni sirène. Mais à l'intérieur, c'était une tempête. En avouant, je perdais tout, ma position, mon argent, mon pouvoir. Pourtant, pour la première fois depuis des années, je respirais. En prison, les murs nus résonnaient de cris de chaîne et de prières étouffées. Mais pour moi, ce silence forcé devint un espace de réflexion. J'avais passé 8 ans enfermé, isolé, protégé des autres détenus, parce que ma tête valait encore cher dehors. Ces années m'ont brisé, mais elles m'ont aussi reconstruit.
Je me suis plongé dans les livres comme un naufragé s'agrippe à une planche de bois. J'ai étudié la psychologie, appris l'anglais, cherché à comprendre la mécanique de mes choix. Chaque page tournée était un pas vers une rédemption fragile. Les nuits restaient peuplées de visages et de balles, mais le jour, j'essayais de bâtir une autre version de moi. Le moment le plus difficile fut lorsque j'écrivis à la veuve de Tony Tormenta. Je lui promis de respecter la dernière demande de son mari, lui dire qu'il était mort en pensant à elle et à ses enfants. Je n'ai pas mentionné les détails, je n'ai pas parlé du sang, ni du pistolet. Je voulais seulement transmettre une parcelle de paix. 3 mois plus tard, je reçus une lettre. Ces mots me bouleversèrent. « Si Tony t'a pardonné, alors je te pardonne aussi. Utilise cette seconde chance pour faire le bien. » Je lus et relus cette phrase jusqu'à la connaître par cœur. En sortant de prison en 2019, le monde avait changé. Les États s'étaient fragmentés, leurs anciens chefs étaient morts ou capturés. Mon nom, autrefois synonyme de peur, n'était plus qu'une cicatrice dans les archives de la guerre. Ma mère travaillait désormais dans une petite boutique, ma sœur Carmen étudiait enfin la médecine vétérinaire comme elle l'avait toujours rêvé. Elles m'accueillirent avec des larmes et un amour silencieux, mais je savais que derrière leur sourire subsistaient 1000 questions. Je leur ai raconté une version atténuée de mon passé, cachant les détails les plus sombres. Mais au fond de moi, je savais qu'un jour, il faudrait tout dire. Ce jour arriva 2 ans plus tard dans notre salon modeste, quand je leur avouai enfin que j'avais été plus qu'un simple chauffeur ou messager. J'étais un tueur, un homme qui avait pris la vie de ceux qui avaient de confiance en lui. Ma sœur pleura longtemps. Ma mère resta silencieuse, puis serra ma main. « Tu n'es plus cet homme. Tu as choisi de changer. » Ces mots m'ont sauvé autant que mes années de prison. Depuis ma libération, j'ai décidé de transformer ma malédiction en avertissement. Je raconte mon histoire dans des écoles, des centres communautaires, devant des jeunes tentés par l'argent facile. Je leur dis la vérité nue. Oui, j'ai gagné des fortunes à 20 ans, mais j'ai perdu mon âme. Oui, j'ai inspiré la peur, mais je me suis réveillé chaque matin en tremblant d'être trahi. Oui, j'ai cru être puissant, mais en réalité je n'étais qu'un pion manipulé par des forces plus grandes que moi. Chaque fois que je prends la parole, je vois dans les yeux de certains garçons la même lueur que j'avais autrefois l'envie de prouver quelque chose, la rage contre la pauvreté. Alors je leur répète sans cesse, l'argent et le pouvoir sont réels, mais le prix est votre âme, vos familles, et au bout du compte, votre vie. Aujourd'hui, je vis modestement, mais chaque matin, je lis 2 lettres. La première vient de la fille d'un homme que j'ai tué, me rappelant le poids de mes crimes. La seconde vient d'un adolescent que j'ai aidé à quitter une bande, me rappelant que mon témoignage peut sauver. Ces 2 lettres sont mes chaînes et mes ailes. Voilà pourquoi je parle. Voilà pourquoi je confesse. Car si je me taisais, alors toutes ces vies volées n'auraient servi à rien. Je porte leur mémoire comme une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Et si vous me demandez ce que j'ai appris, je vous répondrai ceci: dans le monde du crime, les figures visibles tombent toujours. Les vrais maîtres, eux, restent dans l'ombre. Les vrais boss sont invisibles.